J'ai chaud en ce moment. J'ai des bouffées de chaleur, j'en peux plus. Tu veux me dire, toi, comment tu vis? Là, j'ai juste envie de me retrouver. Juste envie de me retrouver. Ça fait du bien d'être entre femmes. Mais pourquoi on peut pas juste en Pourquoi on peut parler? pas en parler librement? Librement. C'est juste tabou. C'est tabou. C'est tabou. C'est tabou, c'est super tabou. Sujet tabou ou deuxième printemps? Bouffée de chaleur ou nouvelle aventure? Silence ou ménopause? Bienvenue sur le premier podcast qui va lever le voile sur ce sujet encore méconnu. Nous sommes Delphine et Valérie, entre Sénégal et France, et grâce à vos témoignages et aux avis d'experts, nous allons vous accompagner tout au long de cette métamorphose. Bonjour. Aujourd'hui, nous accueillons Liliane qui est à Abidjan et qui est sage-femme et que j'ai rencontrée grâce à Séverine Lescuras de Oh My Péri. Bonjour Liliane, je vais te demander de te présenter si tu veux bien. Bonjour Delphine, et je commence par te remercier déjà pour l'invitation à ce podcast. Merci vraiment pour cet engagement de pouvoir aider les femmes en ce qui concerne toutes les informations autour de la ménopause. Je tiens à dire merci à Séverine Lescuras pour avoir facilité ce contact. Je me présente, je suis Liliane Louba. J'ai 43 ans. Je suis sage-femme en Côte d'Ivoire, précisément au CHU de Treichville. Je suis en fonction, j'interviens présentement à la crèche avec les bébés, mais j'ai l'opportunité d'aller également en salle de naissance pour assister à des accouchements. Voilà, je suis maman d'une adorable petite fille de 9 ans qui demeure vraiment ma plus grande motivation dans mon engagement en ce qui concerne la santé de la femme. Super, merci beaucoup. Tu vas me dire si tu devais parler de la ménopause en 3 mots, quels seraient les mots que tu choisirais? La ménopause, en 3 mots, je dirais bouleversement, ensuite peur et par après repli sur soi. D'accord, alors vas-y, développe. Le premier, c'est bouleversement. C'est un mot assez fort, donc vas-y, dis-moi. Oui, c'est un mot assez fort parce que la période de la ménopause pour beaucoup de femmes chamboule tout l'équilibre émotionnel et physique. C'est une période où le corps de la femme change assez rapidement et sans préparation ni soutien, ce qui peut être très, très, très difficile à accepter pour une femme. Le fait de voir son corps changer rapidement. Changer comment? Changer, soit la femme, elle prend du poids, elle peut prendre beaucoup de poids, ou elle peut se retrouver amaigrie, dans ce sens que, étant tout le temps dans le stress, étant tout le temps dans l'amertume, parfois, étant tout le temps en train de réfléchir à ça et là, elle peut ne plus s'alimenter comme il le faut et du coup perdre du poids. Donc soit elle grossit, soit elle maigrit. Cette période est vraiment très difficile à accepter pour une femme puisque ça se passe vraiment très rapidement. Tu n'as pas le temps de comprendre ce qui se passe et ça te tombe dessus. D'accord, ça te tombe dessus et tu ne sais pas ce qui t'arrive. Enfin, c'est ça que tu me dis. C'est ça le grand bouleversement. Voilà. Échanger. Voilà, c'est ça. Tu sais pas ce qui t'arrive. Tout d'un coup, le corps, il change. Il change à tes yeux et toi, tu ne comprends pas et tu cherches à retrouver cette forme que tu as dans le regard des autres. Et il suffit que quelqu'un te regarde d'une certaine manière. Tu dis, oh là, vraiment, tout le monde le sait. Je suis foutue. Et c'est difficile. Ouais, ça, c'est le grand bouleversement. Si tu dis je suis foutue, oui, je veux bien croire que c'est difficile. Surtout en te disant je suis foutue, franchement. Oui. Bah, du coup, le deuxième mot, il arrive tout de suite. C'est quoi le deuxième mot? Le deuxième mot, c'est la peur. Ah ben oui. C'est la peur, oui, parce que la peur vient de l'inconnu. La peur vient de l'inconnu et aussi des idées reçues. Parce que certaines femmes redoutent de perdre leur féminité. Tu peux développer un petit peu ça? Peut-être là, de ce que tu vis en Côte d'Ivoire, peut-être spécifiquement. Au niveau de la féminité, j'ai rencontré une dame qui me disait comme cela que maintenant, elle n'a plus ses règles et elle ne se sent plus femme parce qu'elle n'a plus ses règles.
Et ce qui lui donnait la raison d'être femme, c'était de pouvoir avoir les règles et faire des enfants. Et puisque là, elle n'a plus ses règles, elle ne peut plus faire des enfants. Donc, pour elle, elle a perdu sa féminité et ça l'a beaucoup bouleversée. Et également à cause du fait aussi que à cette période-là, les enfants quittent la maison. Parce que pour une femme, c'est de pouvoir s'occuper des enfants, s'occuper de la maison. Et puisque les enfants partent, elle ne se sent plus femme parce qu'elle ne trouve plus quoi faire. Également aussi, elle perd sa vitalité, son engouement, sa joie de vivre et tout ça. Et ça peut être vraiment très angoissant. Donc c'est très dur tout ce que tu décris. Et le dernier mot, c'était donc? C'était repli sur soi. Ah, dans la suite logique finalement. Oui, repli sur soi, parce que le tabou autour de la ménopause pousse parfois les femmes à se cacher, à cacher leurs symptômes, à s'enfermer par rapport à la honte, avoir peur d'être jugée, et cela crée un isolement qui aggrave les difficultés. Est-ce que tu peux me donner un exemple de ça? Qu'est-ce que tu veux dire? La honte de quoi? La honte déjà de changer d'humeur. Parce qu'une femme avec les sauts d'humeur qui viennent avec la ménopause, une femme qui était tout le temps joyeuse et qui ne s'irritait pas pour peu, se retrouve en train de s'irriter. Lorsque son entourage remarque cela, quand on lui fait des remarques, du coup, tout de suite, elle préfère se cacher, se renfermer, s'éloigner totalement de la communauté pour ne pas avoir à exprimer cela, pour ne pas avoir à présenter ce visage de personne très vite irritable. Voilà, donc la femme préfère se replier sur elle-même, se cacher. Finalement, toi, tu me dis qu'en fait, ça engendre beaucoup d'isolement. Oui. Donc, toi, tu es en train de me dire que à partir de 50 ans, les femmes sont complètement seules là-bas. Comment ça se passe? Elles trouvent un nouveau statut, elles arrivent à transformer, c'est quoi? Par rapport au manque d'information et d'éducation, les femmes, à partir de cet âge de la pré-ménopause, de la ménopause, bien qu'elles soient entourées de plusieurs personnes, mais à cause des tabous, n'osent pas en parler, n'osent pas parler de ce qu'elle peut vivre, des nouvelles choses qui lui arrivent, des changements qu'elle a remarqués, n'osent pas en parler. Donc, petit à petit, elle se replie sur elle-même. Et même avec son conjoint, ça devient un peu difficile d'en parler parce qu'elle va trouver que peut-être qu'elle sera un peu en griffe, emmerdante pour lui, puisque à chaque fois tu as des bouffées de chaleur, tu as des sauts d'humeur, et même le conjoint, il peut ne pas comprendre tout le temps ce changement, il peut ne pas comprendre tout le temps. Donc ça entraîne beaucoup d'isolement. Qu'est-ce qu'elle va se dire? Personne ne me comprend, je suis seule à vivre ces bouffées de chaleur, je suis seule à savoir que je n'ai plus la joie de vivre, que je m'irrite, et donc je vais rester dans mon coin. Je préfère rester dans mon coin et subir toutes ces conséquences-là de la ménopause. Tu dirais, toi, qu'elles sont invisibilisées, on les voit plus, du coup, comme elles sont toutes repliées? Pour certaines, oui. Dans certaines régions de la Côte d'Ivoire, oui. Dans quelle région? Comment ça se passe? Raconte-moi. Par exemple, dans le nord de la Côte d'Ivoire, où les femmes sont vraiment pudiques, même on a des exemples comme ça. Moi, dans mes premiers moments de service, j'étais dans le nord de la Côte d'Ivoire, mais les femmes même ont du mal à se mettre devant une femme pour qu'elle puisse l'examiner. Elles ont du mal à le faire. Elles ont du mal même à s'exprimer par rapport à ce qu'elles ressentent comme malaise et tout, parce que dans ces régions de la Côte d'Ivoire, on voit la femme comme une femme forte, une femme qui ne peut pas avoir mal, une femme qui ne doit pas avoir mal, qui doit toujours tout supporter. Voilà. Et donc, quand c'est comme ça... C'est donc des injonctions sociales de être forte, ne pas exprimer ses émotions, ne pas exprimer ses ressentis. Et si elles vont mal, alors elles font quoi? Elles se cachent? Comment ça se passe? Elles se cachent et elles subissent en fait. Elles se cachent et elles préfèrent s'adapter à tout ce qu'elles ressentent, comme douleur, comme irritabilité, comme changement. Elles préfèrent ça que d'aller exposer. Comment elles font pour s'adapter? C'est vraiment très difficile parce que déjà, il y a la barrière de la langue. Parce que ce n'est pas partout que le français est parlé.
elles ne peuvent pas s'exprimer correctement. Donc déjà, venir trouver peut-être un professionnel de santé qui n'est pas dans son entourage, parce que là, comme ça, elle pourra s'exprimer, ça devient une barrière, la langue devient une barrière. Parce que comment je vais expliquer à ce professionnel de santé ce que je vis? Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment très difficile pour les femmes de ce côté-ci. Elles arrivent à bâtir une communauté entre elles ou même entre elles, elles se soutiennent pas du tout? C'est ça le tabou. Le tabou, c'est ça. Même entre elles, elles n'arrivent pas à se soutenir. Même entre elles, elles n'arrivent pas à se parler ou à partager ce qu'elles vivent. Parce que, par peur que l'autre te voie comme une personne qui est faible. Par peur de ce que l'autre sache que toi, tu ne fais plus tes règles et que toi, tu ne pourras plus faire d'enfants. Donc, elles préfèrent s'isoler et rester dans son coin et subir tranquillement tous ces désagréments. C'est vraiment très compliqué pour les femmes. C'est vraiment une condition très difficile, hein, c'est ce que j'entends. Et toi, donc à 43 ans, j'imagine que tu es dans la périménopause. Quels symptômes tu vis, toi? Alors, j'ai remarqué depuis quelques mois que la fréquence de mes règles avait diminué. En termes d'écoulement du sang, voilà, je suis passée de 5 jours à pratiquement 3 jours et demi. J'ai aussi quelquefois des sauts d'humeur et je ressens beaucoup de chaleur. Et je peux dire heureusement pour moi que je suis déjà familiarisée avec ces questions d'éducation sur la ménopause. J'essaie de comprendre, c'est pas toujours facile d'accepter. C'est pas toujours facile d'accepter cette étape. Au moins, par rapport à l'éducation que j'ai, je sais ce qui m'arrive et je sais ce qu'il convient de faire. Et comment tu as réussi? C'est l'éducation, c'est tes études, c'est quoi? L'école, oui, à l'école, on a entendu parler. Également pendant la formation de sage-femme, également par rapport à mes recherches personnelles sur la ménopause. Mais l'éducation à l'école, même à l'école de sage-femme, ce n'est pas vraiment prononcé. Les questions d'information sur la ménopause, ce n'est pas du tout prononcé parce que une sage-femme, par exemple, en Côte d'Ivoire, son rôle s'arrête après la naissance de l'enfant, où elle est emmenée à conduire sa patiente à faire un choix éclairé par rapport à la méthode contraceptive. Juste après ça, plus de contact. On n'a pas pour habitude comme ça de parler avec des femmes qui viennent spécialement nous rencontrer par rapport aux symptômes qu'elles vivent. Ayant peut-être des affinités avec certaines femmes, quand elles ressentent quelques changements dans leur corps et tout ça, elles reviennent quand même poser le problème pour qu'on puisse les aider. Mais ce n'est pas systématique. Et les médecins? Les médecins, bon, je ne sais pas vraiment si ça fait partie de leur dérogation en tant que médecin gynécologue. Mais je pense que si ils avaient aussi ça dans leur dérogation, les femmes se sentiraient quand même un peu mieux. Parce que où les sages-femmes sont limitées, les médecins vont plus loin. Je ne pense pas que l'information est vraiment apportée comme il faut sur l'éducation. Oui. Est-ce que, qu'est-ce qu'elle t'avait dit, ta mère, ta grand-mère? T'as rien du tout entendu à ce sujet-là? Dis-moi ce que t'as vécu, toi. Déjà, pendant mes premières règles, je me suis réveillée un matin avec du sang. Et c'est mon père qui était là. Et je suis allée le voir. Il a envoyé quelqu'un chercher des serviettes. C'est tout. Il m'a dit, protège-toi. Et lorsque ma maman est venue, oui, lorsque ma maman est venue, elle m'a dit, écoute, tu es dans une période où si tu as des rapports sexuels, tu vas faire un bébé. C'est toute l'information que j'ai reçue. Donc, pour dire que il y a véritablement un tabou autour de toutes ces questions. Avec ma maman, je n'ai rien reçu. Tout l'appareil reproductif féminin, t'es en train de dire. Oui. Les règles, déjà, ça commence comme ça. Oui. Mais on a célébré au moins ces règles, le fait que tu dois devenir une femme, ou c'était juste... Non. Parce que avoir du sang sur soi, c'est pas facile à vivre quand même. Non, on m'a juste donné des tampons, des serviettes hygiéniques. Juste comme ça, protège-toi.
Et t'en as parlé dans la cour de récréation ou pas du tout? Pas du tout parce que je ne comprenais pas ce qui m'arrivait et donc j'avais peur quand même d'en parler. Et le fait que ma mère me dise que, écoute, à cette période, si tu as des rapports sexuels, tu vas avoir un enfant. Donc, j'ai eu doublement peur d'en parler et tout ça. Et c'est resté comme ça. On ne m'a rien dit en ce qui concerne la périodicité. On ne m'a rien dit si je devais avoir mal ou non. On ne m'a absolument rien dit. C'est à l'école, peut-être avec les cours, voilà, que j'ai appris un peu. Et lorsque je suis devenue sage-femme avec la formation, que j'ai encore beaucoup plus appris. Mais à la maison, rien. Ni avec les sœurs, ni avec les tantes. Parce que même avec mes sœurs, on n'a pas pu se parler. C'est un véritable tabou, un véritable silence. Toi, avec ta fille, justement, tu vas faire ça aussi? Comment tu envisages les choses? Non. Avec ma fille, j'ai déjà commencé parce qu'elle a 9 ans. J'ai déjà commencé à lui dire que, écoute, il va arriver un moment où tu vas avoir des saignements. Elle m'a dit, oh, des saignements par où? Je lui ai dit au niveau de ton appareil féminin, il va avoir des saignements. Le nom qu'on donne à ces saignements, ce sont des règles. Voilà, ça peut te faire mal comme ça peut ne pas te faire mal. Mais une fois que tu constates cela, tu cours vers maman. Parce que moi, je n'ai pas eu d'informations et j'ai beaucoup souffert de cette période, de ne pas avoir d'informations, de ne pas pouvoir en parler. Voilà, mais j'ai eu des règles quand même, parfois c'était très douloureux et il fallait que je reste couchée parce que c'était très douloureux, mais je ne pouvais pas en parler. Et donc, je ne voudrais pas que ma fille revive cela. Ni aucune femme encore maintenant, ni aucune jeune fille. Finalement, si je te suis, là, t'avais quand même un syndrome prémenstruel assez lourd, quoi. T'avais mal et tout ça. Ça a duré tout le temps. Donc, Oui. là, ça continue. T'es toujours en douleur. Comment ça se passe? Oui, les 2 premiers jours. Mais ça ne m'handicape pas, mais quand même, je sens des douleurs. Tu m'as parlé de troubles de l'humeur, tu m'as parlé des bouffées de chaleur, tu restes avec le syndrome prémenstruel. Tu m'as dit qu'au niveau de la durée des jours de saignement, ça s'était modifié. T'as d'autres symptômes qui te viennent ou c'est tout ce que tu as remarqué? Comme d'autres symptômes, je me sens aussi un peu fatiguée. Oui, par rapport à avant. Il y a des tâches que je pouvais faire comme ça dans la journée, sur plusieurs jours. Mais maintenant, je pense que je suis un peu fatiguée. Et je pense que c'est certainement dû à ça. Est-ce que tu as des trucs à partager? Comment tu gères tous ces symptômes qui se sont tombés dessus, en plus, d'après ce que je comprends, sans aucune information? Donc vraiment, c'était une découverte à chaque fois, comme quand tu montes un escalier, hein, j'imagine, ou descendre un escalier, je sais pas. Comment t'as fait, toi? Comment t'as réussi à t'adapter, puisque tu parles beaucoup de ça? Qu'est-ce que t'as comme truc à nous donner? Une fois que je suis arrivée à l'école de sage-femme, parce que ça a mis du temps pour que je puisse en parler, parce que je n'avais pas d'informations. Et en plus, le fait de m'avoir dit que, arrivé à cette période, si tu as des rapports, tu peux faire un enfant. Je ne voulais pas que les autres sachent que je suis arrivée à une période où je peux faire des enfants. Je voulais toujours rester la petite fille, je refusais de grandir en fait, voilà. Et donc quand je suis arrivée dans ma formation de sage-femme, avec les informations reçues, j'ai accepté maintenant cette phase-là. Mais ça a quand même mis du temps. Le tabou autour de ces questions doit impérativement être levé. Plus spécifiquement de la période là que tu vis maintenant. De la périménopause. Ouais. Comment tu fais pour gérer bouffées de chaleur, saute d'humeur et tout ça là? Tu fais comment? Étant donné que je sais que c'est lié à la périménopause, quand je me retrouve dans ces états de vraiment grosse chaleur, je vais prendre peut-être un rafraîchissement. J'essaie de me calmer et je me dis, écoute, c'est une période naturelle. Ce que tu as à faire, c'est de ne pas t'énerver parce que c'est naturel. De toutes les manières, ça sera comme ça. Mieux tu acceptes vite, mieux tu pourras bien te sentir.
Quand je sens un peu d'irritabilité, je mets un peu de musique, j'essaie de danser un peu, voilà, et franchement, ça m'aide, voilà. T'as une thérapie par le corps, hein. La danse, c'est vraiment ça, quoi, hein. Voilà. Le bonheur Voilà. retrouvé d'être soi, quand même, hein. D'accord, c'est Oui, ça. oui. Et depuis que j'ai appris qu'avec la rééducation périnéale, les symptômes pourraient être vraiment réduits, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est rééducation périnéale pour pouvoir d'abord moi-même aider, puisque mon objectif, c'est d'aider aussi d'autres femmes. Donc, je suis l'exemple d'abord. Tu vas développer là-bas à Abidjan la rééducation périnéale pour permettre aux femmes à toutes les périodes de leur vie de s'occuper de cette sphère comme ça, déjà de connaître et de s'en occuper d'une manière tout à fait adaptée selon leurs besoins. Et ça, c'est un super projet, hein, vraiment, bravo à toi. Est-ce que tu as quelque chose de positif, comme par exemple, moi j'en vois tout de suite un, c'est t'as plus mal, hein, si t'as plus de règles à la ménopause, qu'est-ce que t'en penses? Enfin, j'en sais rien. Est-ce que tu vois des choses positives qui pourraient sortir de toute cette période-là? Oui. Ce qui est positif, c'est que ce n'est pas une fin en soi. Il y a des choses à faire qui peuvent aider les femmes. À notre époque, on n'a pas su. Je n'avais pas d'informations et j'ai dû subir. Mais ce qui est positif, c'est que maintenant, il y a plusieurs manière de pouvoir aider toutes ces femmes, notamment au travers de l'éducation, de la sensibilisation autour de cette question. Il faut que le silence soit levé. Il faut qu'on en parle franchement aux femmes et même impliquer aussi les hommes, parce que les hommes peuvent être un véritable soutien. Parce qu'une femme qui traverse toutes ces périodes ne va pas aller tout de suite voir son amie ou sa sœur. Elle va préférer en parler à son mari d'abord. Mais si lui n'a pas d'informations, il va empirer la situation. D'accord, mais lui vit aussi l'andropause, non? Lui, là aussi, c'est une autre chose, hein? Pour dire que la bonne nouvelle, c'est que il y a des solutions à tout ça. Justement, en parlant de solutions, quelle est ta position, toi? Je sais pas comment ça se passe là-bas à Abidjan. Les hormones de substitution, est-ce qu'on en propose? Comment ça se passe, ça? Bon, à mon niveau, puisque mes dérogations s'arrêtent juste après l'accouchement, à mon niveau, pas du tout. T'en as entendu parler à titre personnel? T'es quand même dans le domaine médical. J'en ai entendu parler par rapport à mes recherches personnelles. Ce qui m'inquiète un peu aussi, c'est que je ne vois pas comme ça des femmes d'un certain âge venir pour faire des consultations. Donc, je me demande bien, est-ce qu'on propose ça aux femmes, ces hormones de substitution? Si tu vois une femme d'un certain âge venir faire une consultation, c'est qu'elle souffre d'une pathologie, en tout cas, pas de la ménopause. Donc, je ne suis pas très sûre qu'on propose cela. Tu sais que c'est tout nouveau, hein, les centres de la ménopause en France aussi. Les gynécologues, s'ils sont pas formés, on dit que les femmes, je crois, arrêtent de consulter à partir du moment où elles ont terminé leurs accouchements, qu'elles veulent plus avoir d'enfants, elles arrêtent de s'en occuper, en fait, de cette sphère-là. Mais peut-être les généralistes, non? Peut-être les généralistes, parce que ça sera plus facile. Par exemple, l'exemple de ma mère, avec les symptômes, elle pense qu'elle a le palu. Par exemple, une femme arrive à l'hôpital et présente ses symptômes à un généraliste. Tout de suite, s'il est éduqué à ce niveau-là, il peut mieux l'orienter. Donc, il y a une question de formation du personnel aussi à ce sujet-là qui s'impose. Bon, moi, j'entends aussi quelque chose de formidable chez toi, c'est que finalement, cette période-là t'amène à avoir un super projet. Oui, le projet d'être la pionnière de la rééducation périnéale en Côte d'Ivoire. Une sage-femme pionnière. C'est un très, très grand projet puisque ça n'existe pratiquement pas ici. On n'en parle pratiquement pas. J'ai eu à me rapprocher de certains collègues pour leur demander est-ce que tu connais un peu la rééducation périnéale? Partout, c'est je sais pas. Les seules personnes qui ont pu me donner des réponses, vraiment, c'était au niveau des gynécologues qui ont pu me donner quelques petites réponses. Donc, c'est un énorme projet parce que ça va aider plusieurs femmes. Je te raconte une histoire. J'ai eu à participer à une campagne de fistule sur 10 jours
Et lorsque nous sommes arrivés dans cette région de la Côte d'Ivoire, j'ai trouvé des femmes avec des seaux, qui avaient des seaux en main. Mais je les voyais de loin, elles étaient dans la cour de l'hôpital, mais qui avaient des seaux. Donc je me demandais qu'est-ce que ces femmes-là font avec ces seaux. Plus que je me rapprochais, j'ai découvert qu'il y avait la poche d'une sonde urinaire dans les seaux, pour éviter de faire les urines sur elles, puisqu'elles ne pouvaient pas se protéger là. Elles sont venues pour des interventions qui sont généralement gratuites. Et j'ai eu le cœur vraiment déchiré de voir une femme en train de se promener avec un seau, parce qu'elle a peut-être l'incontinence urinaire ou elle a son périnée qui est carrément bousillé suite à un accouchement qui s'est mal passé, suite peut-être à un viol. Et le drame, c'est que toutes ces femmes dans ces régions sont mises à l'écart. Elles sont rejetées de la société. Toutes ces femmes, elles sont incontinentes de fait, et le seul moyen qu'elles ont trouvé, c'est de trouver un urinoir portatif. Donc elles se baladent avec leurs petits seaux, c'est ça? Leurs petits seaux. Elles se baladent avec leurs petits seaux. Les interventions chirurgicales sont programmées, et donc tu as ta sonde pour te préparer en fait. Si tu dois faire 2 jours, 3 jours là, avant qu'on te prenne, tu restes avec ta sonde urinaire. Et elle se déplace comme ça dans l'hôpital. Ça m'a vraiment déchiré le cœur. Et à partir de là, j'ai dit non, il faut que ça s'arrête. Ce qu'on avait juste comme solution, c'était les interventions chirurgicales. Et combien de femmes peuvent se payer une intervention chirurgicale en Afrique pour réparer son périnée? Là encore, si elle peut se payer, il y a d'autres où le périnée est carrément foutu. On ne peut plus rien faire. Je suis tombée comme ça sur une femme d'un certain âge. Elle est rentrée au bloc et tous les médecins n'ont rien pu faire. Elle est ressortie en larmes. Elle a dit que vraiment sa vie s'arrêtait là. Puisque dans sa communauté, elle est déjà rejetée. Elle pensait venir là pour avoir une solution et elle vient là, son périnée est foutu. Et là, je me suis dit, il y a beaucoup à faire. Il faut que la rééducation périnéale soit maintenant en Côte d'Ivoire pour éviter tout ça. Oui, c'est un projet extraordinaire. Merci. On est vraiment tout avec toi pour essayer que toute cette information, justement, elle circule partout. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que je suis également membre d'une ONG, Fleur Santé, qui s'occupe de la santé de la femme, de la famille. Et c'est même cette ONG-là qui me soutient dans ce projet, également avec un professeur en gynécologie. Et donc, nous avons eu comme ça déjà à faire une campagne de sensibilisation. Nous sommes allés à l'intérieur du pays essayer d'informer les femmes. Nous sommes tombés des nues parce que même le personnel encore là-bas n'a aucune information. Tout ce qu'on racontait aux femmes, tout était comme bleu. Tu dis comme bleu, c'est ça que tu veux dire? Ça veut dire quoi ça? Tout était comme elles n'ont jamais entendu parler, elles ne savent pas de quoi tu parles d'ailleurs. Pourtant, nous avons pris des interprètes qui traduisaient cela, tout ce qu'on disait dans les langues. Elles n'étaient même pas intéressées parce qu'elles n'ont pas été éduquées à ça. Elles n'ont jamais reçu d'informations. C'était la toute première fois, donc pouvoir captiver leur attention, il fallait déjà faire des choses en amont avant de venir comme ça. D'accord, donc moi, si je vois d'abord, c'est la constatation chez toi d'un tabou maximal. Et puis la transformation de cette histoire avec un super projet, comme quoi la ménopause, quand on avance en âge, ça peut aussi nous transformer en plus grand que ce qu'on avait imaginé avant. C'est une belle métamorphose. Oui, tout à fait. Quel message tu as envie de partager? D'abord, le message pour les femmes, de comprendre, d'accepter que c'est une période qui est normale. C'est un temps de transition qui est naturel. La ménopause arrive forcément un jour. Donc, le mieux, c'est de pouvoir être informé, être sensibilisé, accepter d'être dans cette phase pour pouvoir mieux la vivre. C'est le conseil que je peux donner aux femmes. Nous sommes restés pendant longtemps dans les tabous. Et là, ça suffit maintenant parce que la femme se fait beaucoup de mal. Et ça réagit sur la famille. Parce qu'une maman qui est tout le temps énervée, qui est tout le temps irritée, ça réagit forcément sur les enfants. Ça réagit forcément sur le couple. Et ça réagit sur la société. Donc, les femmes doivent comprendre que c'est une période qui est naturelle.
et qu'il y a des moyens de pouvoir passer cette période-là en toute tranquillité. Et également, le message que je peux aussi lancer vraiment aux autorités, aux décideurs, surtout en Afrique, c'est de pouvoir considérer ce volet de la rééducation périnéale. Également, mettre les moyens qu'il faut à la disposition du personnel pour qu'il y ait des formations, des sensibilisations, pour que le personnel soit éduqué, pour que à chaque niveau, que ce soit un généraliste, que ce soit un gynécologue, que ce soit une sage-femme, lorsque tu reçois une femme, tu puisses déjà faire la part des choses en ce qui concerne peut-être certains cas de ménopause, certains cas de fuite urinaire. Il faut que le personnel soit formé. Donc, j'appelle vraiment à nos autorités et à toutes ces bonnes volontés, aux ONG également qui veulent nous accompagner dans ce projet. Je te remercie beaucoup pour ce super témoignage, très informant, très lourd aussi, mais aussi plein d'espoir avec toute l'énergie que tu mets dedans. Cet épisode vous était proposé par le podcast Silence, on ménopause. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Abonnez-vous au podcast sur votre plateforme préférée. Rejoignez aussi nos pages Instagram et Facebook Silence, on ménopause afin de faire grandir cette communauté d'entraide et de partage autour du sujet de la ménopause. À bientôt pour un nouvel épisode de Silence, on ménopause.